Bonjour et bienvenue sur la micronutrition 2.0.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence du Dr Didier Schoss, qui est médecin généraliste, président de l'IEDM, qui est l'institut qui s'occupe de la formation des professionnels de santé en micronutrition. Bonjour Dr Didier Schoss, bienvenue parmi nous et merci de nous faire l'honneur de votre présence pour la seconde fois. Bah oui, c'est la seconde fois et puis ça me donne l'occasion de vous remercier également, de vous remercier et puis de vous féliciter pour la qualité de ce blog Micronutrition 2.0. Ça fait combien de temps? Ça fait un an maintenant? Ça va faire une petite année, oui. Une petite année et je suis régulièrement tout ce que vous mettez dans ce blog et c'est vraiment beaucoup de travail et une grande qualité et merci pour votre compétence. Ah, merci pour cette gentille remarque. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir et une grande passion que je m'attelle à vulgariser les concepts de la micronutrition à mes abonnés et je suis ravie que cette aventure prenne cette tournure. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui passionne les foules, en tout cas au moins le monde médical, la recherche scientifique, au vu du nombre grandissant de publications que nous avons chaque jour. Et puis, lorsqu'on voit dans nos librairies tous ces best-sellers qui sortent autour du microbiote, des microbiotes. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le microbiote? Qu'est-ce que c'est que le microbiote ou les microbiotes? Et est-ce que vous nous confirmez l'intérêt du monde scientifique et médical pour ce pilier de notre santé? Alors, c'est un sujet d'actualité, ça c'est sûr, pour le grand public maintenant et puis pour les scientifiques déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est pas une mode. C'est pas une mode. En médecine et en sciences, généralement, on trouve ce qu'on cherche. Et dans ce domaine-là, c'est vrai que depuis 2006, après avoir pu faire décoder le génome humain, on a pu, en 2000 environ, on a pu, à partir des années 2006, commencer à avoir une bonne idée du génome bactérien. On a eu beaucoup d'étonnements. Des gens sachant qu'il y avait 150 fois plus de gènes dans le microbiote de nos bactéries que dans notre génome à nous. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des investissements tout à fait colossaux qui ont été faits aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie, partout dans le monde, sur ces sujets de recherche, c'est-à-dire la mise en relation entre les différents microbiotes et les états de santé, les maladies. Et depuis, c'est des connaissances et des publications sans arrêt tous les jours, toutes les semaines. Et forcément, maintenant, les applications commencent à venir. Oui, effectivement. Et vous faites partie des premiers à vous être intéressés au microbiote en tant que médecin il y a déjà de nombreuses années. Oui, puisque la micronutrition, par définition, dans son ADN, comme on dit, avait la prise en charge de l'écosystème intestinal. On s'était bien rendu compte que l'état du microbiote jouait un rôle très important. Et comme on s'intéressait au conseil alimentaire, au conseil en complémentation alimentaire, on s'est dit tout de suite que, bien entendu, il faut faire des complémentations, des conseils alimentaires de manière très individualisée, mais s'occuper également de l'assimilation digestive des nutriments et des micronutriments. Et donc ça nous a donné l'occasion de beaucoup travailler sur la problématique du microbiote de l'écosystème intestinal et de mettre ça en application. Et puis maintenant, la science arrive nous donner en grande partie raison sur les intuitions qu'on avait à cette époque-là. Eh bien c'est parfait, ça nous va très bien. Oui, et puis ça donnera peut-être l'envie aux médecins allopathes de s'y intéresser également. Oui. Parce que vous avez été un peu avant-gardiste sur ce pilier. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas. Beaucoup de médecins maintenant commencent à prendre ça très au sérieux. Avec la FISC qu'il y a derrière, médical et scientifique, je pense qu'on prend beaucoup plus au sérieux cette affaire du microbiote. Voilà, alors pour répondre à la question qui était celle de c'est quoi le microbiote, le microbiote, on s'intéresse d'abord au microbiote intestinal, c'est le premier qui a fait l'objet de beaucoup de recherches. Alors c'est 30, 50 000, on a dit 100 000 au départ, mais c'est autour de 30 à 50 000 milliards de bactéries, ça veut dire autant, sinon 5 à 10 fois plus que de cellules dans l'organisme. C'est une population énorme, c'est 2 kilos dans notre organisme, c'est vraiment énorme cette population. Et ces bactéries, à plus de 90%, travaillent en cohabitation avec nous. Alors cette idée que les bactéries, pendant très longtemps, ont été plutôt considérées comme nos ennemis, puisqu'elles étaient à l'origine d'épidémies qu'il fallait éradiquer.
Donc il y a eu cette phase-là il y a un peu plus de 50 ans, et puis on s'est intéressé quand même à toutes ces familles de bactéries qui, elles, ne sont pas pathogènes, comme on dit, mais plutôt qui fonctionnent en cohabitation avec nous. Et là, c'est une découverte fabuleuse de se rendre compte que nous ne sommes plus seuls, nous sommes nous, nos cellules de l'organisme, et nos microbiotes, puisque ce microbiote intestinal va jouer un rôle excessivement important par sa population, par son influence sur la construction de l'immunité de l'organisme, par ses liens avec tout le reste de l'organisme, puisqu'il y a des répercussions au niveau du cerveau, au niveau de la peau, au niveau des articulations, donc il est à l'origine de beaucoup de perturbations de santé, mais également tous les autres microbiotes dont on commence à s'intéresser aujourd'hui. D'accord, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du microbiote intestinal. Effectivement, c'est 30 000 à 50 000 milliards de cellules. On est plus constitué finalement de bactéries que de cellules eucaryotes. Oui. Mais il y a, comme vous nous le disiez, il y a d'autres types de microbiotes qu'on est en train d'un petit peu découvrir. Oui, ça s'est fait un petit peu plus tard, après avoir déjà recueilli beaucoup de données sur le microbiote intestinal. On s'est intéressé au microbiote vaginal qui joue un très grand rôle, et en particulier au moment de la grossesse, pour arriver à donner le microbiote de l'enfant, puisqu'on sait aujourd'hui que l'enfant à la naissance est quasi stérile au niveau de l'intestin et que le microbiote est largement pourvu par celui de la maman. Donc on s'est intéressé beaucoup au microbiote vaginal, on s'intéresse au microbiote buccal. Alors, le microbiote buccal est important puisqu'il est à l'origine de maladies des gencives, notamment des gingivopathies et des parodontopathies qui peuvent provoquer des déchaussements dentaires. Mais également, il joue un rôle très important dans le lien avec un certain nombre de maladies cardiovasculaires, puisqu'il est probable que de vilaines bactéries qui sont dans la bouche peuvent passer au niveau sanguin et puis aller effectivement provoquer des lésions à d'autres niveaux, et en particulier il y a des liens entre le microbiote buccal et les maladies cardiovasculaires. Et puis la peau maintenant, la peau devient un sujet d'étude très intéressant. C'est un microbiote très particulier qui n'a rien à voir avec le microbiote intestinal, mais on s'y intéresse parce qu'il est très important dans ses liens avec les problèmes d'allergie, de dermatite atopique, de psoriasis, tous ces éléments-là, donc, et probablement également sur le vieillissement cutané. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec le microbiote cutané. Et aujourd'hui, déjà, on s'intéresse au microbiote du globe oculaire. Le globe oculaire, on ne savait pas qu'il y avait des bactéries. Dans le globe oculaire, il y a des bactéries, et on va peut-être soigner les yeux avec un peu plus de précaution, puisqu'il faut maintenir là aussi le microbiote oculaire en bonne santé. Et puis le microbiote des voies urinaires, le microbiote des poumons également fait l'objet de débuts de recherches très importantes. Donc c'est tout l'organisme, partout où il y a des muqueuses, la peau et les muqueuses. Ah ouais, donc on est à l'aube quand même de grandes découvertes. Oui. Et je pense que c'est important de garder cet esprit, de toujours remettre en question un petit peu les connaissances sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et de garder cette idée qu'il va falloir adapter la manière dont on travaille, dont on pratique aujourd'hui notre exercice en fonction des découvertes qui sont faites tous les jours. Hein. C'est important parce que jusqu'à maintenant, on a découvert en médecine beaucoup de médicaments pour soigner les maladies. Maintenant, on sait que quand on donne des traitements pour soigner les maladies, ces médicaments ils vont d'abord être métabolisés par les bactéries. Donc ça veut dire que si tout le monde n'est pas aussi sensible de la même manière aux médicaments, c'est peut-être parce qu'il y a des bactéries qui métabolisent plus ou moins. Donc ça veut dire qu'on commence à s'y intéresser de manière très importante. Et puis notre alimentation. Alors notre alimentation, ça c'est vraiment une découverte qui change un petit peu tout, puisqu'on s'est rendu compte que dans le domaine de la digestion des aliments qu'on consomme chaque jour, on avait notre système digestif connu avec les enzymes qui coupent en petits morceaux les grandes chaînes d'aliments et de protéines, de lipides et de glucides. Et puis on avait un deuxième système digestif qui était le système digestif des bactéries, du microbiote, et qui lui est capable de fabriquer avec ce que l'on mange des molécules qui vont stimuler certaines cellules de l'intestin, notamment des cellules endocrines. Et il y a des molécules qu'on appelle aujourd'hui des postbiotiques qui sont fabriquées, qui rentrent dans l'organisme et qui peuvent pour beaucoup améliorer notre santé. Alors ça c'est une découverte très importante. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'idée que chaque individu doit avoir sa propre alimentation qui lui convient le mieux, c'est vraiment une idée
d'évidence avec les découvertes sur le microbiote et sur sa fonction digestive, ça devient de plus en plus évident. Ouais, une alimentation personnalisée parce qu'on est tous des individus finalement uniques de par notre microbiote notamment, mais aussi notre épigénétique et puis notre polymorphie génétique. Donc ça fait que nous sommes des individus uniques. C'est vrai que tous ces régimes qui sont donnés en masse ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le microbiote en tout cas. C'est vrai que ça confirme une chose, c'est que tout le monde n'est pas égal sur le plan nutritionnel. Il y a des modèles de santé qui sont statistiquement plutôt favorables, et bien ils ne réussissent pas de la même manière. Pour maigrir, il y a des modèles qui font maigrir certains mais pas d'autres. Il y a des travaux du professeur Perlmutter qui a démontré que l'appétence et la tolérance à l'alcool est complètement différente d'un sujet à l'autre en fonction du microbiote. La capacité et la tendance à l'addiction également est totalement dépendante du microbiote. Donc tout ça fait que l'idée de personnaliser au maximum le modèle alimentaire qui convient le mieux à la personne, c'est vraiment une idée qui va se développer. Et être peut-être un petit peu plus patient au niveau des conseils alimentaires en sachant qu'un microbiote, ça se rééduque aussi. Et qu'un microbiote qui a mangé du sucre et du gras pendant des années, il réclame du sucre et du gras. Donc quand on le prive, parce que pour de bonnes raisons, de ces aliments dont il a l'habitude, pendant quelques semaines ou quelques mois parce que c'est bien pour la santé, s'il se retrouve au bout de quelques mois avec un petit peu de sucre, un petit peu de gras, il va se jeter dessus comme un mort de faim. Et puis peut-être qu'on explique par là une des causes des régimes yo-yo et des choses comme ça. Donc les bactéries sont nos amis et nous font également des yo-yo. Il faut en tenir compte en tout cas. Au niveau du comportement alimentaire, c'est très intéressant. Voilà. Au niveau donc on parle de microbiote, on parle d'équilibre du microbiote. Aujourd'hui, on arrive plus ou moins facilement à se dire qu'il y a un lien entre une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, et des signes fonctionnels intestinaux, donc des troubles digestifs, des ballonnements, voire même des pathologies, des troubles fonctionnels intestinaux, des maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Par contre, on a un peu plus de mal, en tout cas certaines personnes ont encore un peu mal à se dire qu'il pourrait y avoir des liens entre déséquilibre du microbiote et pathologies extra-digestives. Alors aujourd'hui, ce lien, il existe. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques pathologies qui seraient en lien, qui pourraient être en lien en tout cas avec un déséquilibre du microbiote? Oui, parce que la recherche très importante sur le microbiote, qui est facile d'accès sur le plan expérimental, ne doit pas faire oublier que le microbiote, il n'est pas tout seul. Il siège au sein d'un écosystème, c'est-à-dire que le microbiote repose avec ses centaines de milliards de bactéries sur une muqueuse qui est extrêmement vaste, puisqu'elle recouvre 300 mètres carrés de surface. Et cette muqueuse intestinale elle-même repose sur un système immunitaire intestinal. Donc les liens entre microbiote, muqueuse intestinale et système immunitaire intestinal, a un chiffre 60 à 70% de l'ensemble du système immunitaire de l'organisme. Ce qui veut dire que dès qu'il y a une dysbiose, donc déséquilibre de la flore, vous allez avoir une agression au niveau de la muqueuse intestinale et possibilité par exemple de voir apparaître une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc des molécules qui sont dans la lumière intestinale et des débris alimentaires ou des débris microbiens peuvent passer au travers de la muqueuse, être plus ou moins bien pris en charge par le système immunitaire et là donner des pathologies à distance. Ça va être effectivement des pathologies au niveau de la peau avec eczéma, psoriasis ou autre. Ça peut être au niveau des articulations et donner des douleurs articulaires, voire parfois des douleurs très importantes et des situations de fibromyalgie qu'on peut voir apparaître. Et ça peut être au niveau des allergies, bien sûr, au niveau du cerveau. Et là, il y a des liens très étroits entre l'inflammation du cerveau et les problèmes au niveau du microbiote et de la perméabilité intestinale. Et puis même des maladies neurologiques, on parle de l'autisme, on parle de la maladie de Parkinson, on parle de la sclérose en plaques, on parle de toutes ces maladies qui sont importantes. Donc effectivement, si on veut bien comprendre pourquoi une dysbiose peut, à moyen et long terme, chez certaines personnes entraîner des pathologies ou des perturbations à distance, c'est par le biais, la plupart du temps, de la perméabilité intestinale.
le fait vraiment que le microbiote soit l'écosystème intestinal, soit le siège de 70% de notre immunité. Voilà. Donc effectivement, ça passe un peu par là. Ouais. Et vraiment retenir finalement que lorsqu'on prend en charge un patient, il faut toujours s'intéresser à cet écosystème, Oui. puisque le microbiote un petit peu fait le lien entre tous nos organes. Oui. D'où l'importance de cette prise en charge vraiment globale, de ne pas considérer l'individu comme un ensemble d'organes et faire le lien systématiquement entre tous ces organes. Bon, néanmoins, on sait que les dysbioses, au début en tout cas, avant peut-être qu'elles se compliquent ou qu'elles perdurent dans le temps, on a quand même des signes fonctionnels d'appel qui sont essentiellement digestifs. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler ? Alors, les troubles fonctionnels que l'on voit apparaître en cas de dysbiose, c'est généralement de l'inconfort digestif qui se manifeste par des ballonnements, des excès de fermentation et une digestion qui se fait de manière insuffisante. Et c'est des désagréments que connaissent beaucoup de gens, puisque certaines enquêtes montrent qu'il y a pratiquement 70% qui souffrent de ces petits problèmes-là. À côté de ça, quand on a une perturbation qui se chronicise, qui devient plus fréquente, ça va être des douleurs abdominales. Et là, la douleur commence à être un phénomène récurrent et important. Et puis les troubles du transit. Alors, il y a différentes formes de troubles du transit. Il y a des gens qui ont un transit ralenti, plutôt constipé. D'autres, c'est plutôt accéléré avec des phénomènes de diarrhée ou d'alternance de diarrhée et de constipation. Et le trouble du transit est quelque chose d'important. Et vraiment, lorsqu'il est chronique, c'est vraiment le témoin d'une perturbation importante au sein de la fonction digestive. Donc finalement, il faut s'intéresser, en tout cas on peut penser à une dysbiose sur des signes fonctionnels digestifs, mais il faut toujours garder en tête tous ces signes, tous ces symptômes à distance. Voilà. Qu'on pourrait retrouver. Ça peut être d'ailleurs le signe d'appel, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas se plaindre du tube digestif, de problèmes digestifs, parce que soit ils sont peu importants chez eux, ou soit pas inaperçus peut-être, ou c'est banalisé. Ouais, c'est banalisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas particulièrement à l'aspect de leur selle ou à leur confort digestif. Puis parce que ça dure, et puis parce que les traitements étaient insatisfaisants, et puis finalement, oui, c'est la vie, quoi. C'est la vie, on est constipé, oui, ça fait 10 ans, on fait avec. Et les gens vont se plaindre, je suis fatigué, j'ai des problèmes de peau, j'ai des douleurs articulaires qui ne cèdent pas, je me sens pas bien, j'ai pris quelques kilos, et puis je suis très appétant au sucré, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il peut y avoir plein de signes, et là, l'idée est de ramener aussi ça à une perturbation au niveau de la flore intestinale, au niveau du microbiote. Donc vraiment toujours garder cette idée que c'est un de nos piliers de notre santé, et toujours aller l'investiguer lors d'une prise en charge. Alors au-delà des signes fonctionnels que l'on peut retrouver, aujourd'hui avec l'évolution de la biologie, vous nous en avez parlé en tout début de vidéo, effectivement avec cette découverte du métagénome, de la RN16S, on peut faire de nombreux bilans d'investigation, regarder les postbiotiques qui sont synthétisés par le microbiote. Aujourd'hui on est capable de faire ce type de bilan. Effectivement, les tarifs, même si aujourd'hui on peut réussir à avoir des métagénomes pour des tarifs qui sont plus aussi élevés que ce qu'ils auraient pu être il y a quelques années, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de ces bilans d'investigation hyper spécialisés dans la prise en charge d'un patient? Alors, il y a deux choses. On a accès à énormément d'informations. Alors, il y a des informations qui nous donnent effectivement l'état des lieux sur ce qu'est le microbiote aujourd'hui, notamment au niveau génétique. Donc on vous fait une cartographie de votre microbiote, et de la même manière qu'on est capable de vous faire un génome humain. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'on a ce génome humain ou ce génome bactérien, est-ce que ça veut dire qu'on a définitivement personnalisé la personne qui est en face de vous, et est-ce que ça vous donne l'information sur quelle est l'alimentation, quel est le traitement qu'il faut? C'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas, autant ces examens biologiques vont être d'une grande importance et de donner de grandes informations au niveau de la recherche, au niveau de la pratique médicale et du conseil, ce n'est pas encore forcément l'élément qu'on va demander en première intention.
Par contre, il y a d'autres bilans qu'on utilise déjà depuis plusieurs années qui nous permettent de savoir si la muqueuse digestive est enflammée ou pas. Et là, il y a des marqueurs de l'inflammation, de faible intensité ou de forte intensité, qui sont très très intéressants. Il y a des marqueurs de la perméabilité qui nous donnent une idée indirecte de la possibilité d'avoir une augmentation de la perméabilité intestinale. Et puis il y a effectivement, vous en disiez un petit mot, il y a effectivement le microbiote fabrique des éléments très très importants qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, parmi lesquels le butyrate est très important. Et on a accès à ces molécules-là qui peut-être, c'est ce qu'on peut penser aujourd'hui, sont des témoins directs de la dysbiose ou de l'eubiose, de l'équilibre ou du déséquilibre. Donc ça, c'est possible de les avoir. Ça veut dire qu'en fonction de la problématique de chaque patient, on va avoir accès à tout ça. Et puis on a quand même la possibilité de demander quelques bilans qui sont très importants sur les sensibilités au gluten. Est-ce qu'on est en face d'un problème cœliaque ou d'une sensibilité non cœliaque? Ça, on a quelques éléments pour nous donner des infos. Et puis on recherche notamment des éléments comme le candida qui sont souvent perturbants au niveau du microbiote. Donc ça, il y a vraiment beaucoup d'outils. C'est encore une biologie un petit peu de riche, puisque ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ouais, c'est très confidentiel. C'est encore confidentiel, mais c'est appelé à se développer dans les années à venir, puisqu'il joue un rôle vraiment au niveau de l'état de la santé de la personne, et dans le domaine de la prévention, on ne peut pas faire sans ce type d'information. Ouais. Donc toujours partir d'un interrogatoire clinique bien mené, précis, et éventuellement s'appuyer sur des bilans de biologie spécifiques, mais sans aller, comme on a fait il y a quelques années, sur les bilans d'intolérance alimentaire. On nous faisait je ne sais pas combien d'IgG et qui ne nous apportait pas grand-chose, si ce n'est de faire des évictions et d'entraîner des régimes avec beaucoup de carences. Concernant le comportement de chaque individu pour entretenir son microbiote, aujourd'hui on sait qu'à l'inverse, il y a des comportements qui sont délétères, qu'il y a des événements dans la vie qui entraînent des déséquilibres du microbiote. On parle notamment de l'exposition aux pesticides, du mode d'accouchement. Est-ce que vous pourriez nous synthétiser rapidement quels sont les principaux éléments perturbateurs du microbiote intestinal? Alors on peut le faire peut-être de manière un peu chronologique, c'est-à-dire à la naissance, et on sait maintenant que l'équilibre du microbiote de la maman est très important pour celui du bébé. Donc il sera important de tenir compte du microbiote de la maman, et tout simplement, si la maman est obligée de prendre des antibiotiques, peut-être de travailler dessus pour lui permettre d'avoir un meilleur microbiote. Ensuite, à la naissance, on sait que les modalités de la naissance vont influer sur la façon dont le microbiote du bébé va s'implanter. Donc on sait que les accouchements par voie basse sont de meilleure qualité et donnent vraiment accès au microbiote qui va s'installer chronologiquement dans le bon sens, et que s'il y a un accouchement par césarienne, on ne l'aura pas, ce qui veut dire qu'il y a certaines pratiques, dans certains pays, on fait des accouchements un petit peu de confort, par césarienne. Je crois qu'il faut arrêter avec ce type d'attitude. Ça, c'est un premier point. Sur l'alimentation, l'alimentation également montre que lorsque le bébé est allaité par voie naturelle, les résultats sont meilleurs sur le microbiote et les perturbations dans les mois et les années à venir que l'allaitement par les maternisés. Donc ça, c'est une deuxième donnée. Et puis, beaucoup de perturbations liées à la prise de médicaments chez l'enfant dans les premières semaines et les premiers mois. On sait les antibiotiques, les anti-inflammatoires, c'est certain. Et puis, on commence à avoir de bonnes données sur des médicaments très souvent prescrits qui sont les IPP. Les IPP qu'on donne beaucoup pour les brûlures gastriques, pour les gastrites, et qui effectivement perturbent de manière considérable le microbiote. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, vous parliez d'alimentation, ensuite, l'alimentation tout au long de la vie, c'est un petit peu ce qu'on donne à manger aux bactéries. Donc effectivement, la qualité de l'alimentation, vous parliez des pesticides, vous parliez des additifs, il y a plein de choses dans l'alimentation que les bactéries n'aiment pas trop. Donc c'est vrai que ce qu'on a toujours dit sur la qualité de l'alimentation est encore plus vrai pour les bactéries. Et globalement,
On peut dire que nos bactéries sont très friandes du modèle méditerranéen d'inspiration crétoise. On l'a toujours mis en avant comme un modèle plutôt favorable à la santé, quels que soient les problèmes, mais même nos bactéries sont très friandes de ce qu'on donne à manger au cours des modèles méditerranéens, donc ça va bien. Et ensuite, tout au long de la vie, c'est effectivement les infections, la prévention des infections, et notamment des infections digestives. Quand on a la malchance de faire une gastroentérite ou d'une tourista quand on part à l'étranger, il faut y faire attention et peut-être faire un traitement probiotique assez rapidement ou éventuellement préventif. Et puis, au-delà de ça, un des éléments qui fait l'objet de beaucoup de recherches, c'est l'influence du stress sur le microbiote, sur la muqueuse. Ça, c'est probablement un des éléments qui est le plus lié. On sait qu'il y a une conversation permanente entre les bactéries et le cerveau, et que les gens qui ont un stress mal géré, très fréquent, et qui le soignent ou qui ne le soignent pas, c'est vraiment une porte ouverte pour, quand on commence à s'occuper de ces bactéries, on se dit qu'il faut qu'on s'occupe de son assiette. Quand on s'occupe de son assiette, on s'occupe aussi de son mouvement. Il faut l'activité physique de santé est très bonne. Et puis s'occuper aussi de sa tête, de la gestion du stress. Son cerveau, de la gestion du stress. Ça va, tout ça, les bactéries l'aiment bien. D'accord. Donc je pense qu'il y a un point qui est important à retenir, dont vous nous avez parlé justement dans ces comportements à essayer de mettre en avant, c'est cette période. Vous nous disiez, on va faire ça de manière chronologique, effectivement, la naissance, le mode d'allaitement, donc toute cette période-là de la périconception. Et c'est vrai que c'est une période à laquelle personne ne s'intéresse trop, en tout cas le grand public. Les femmes attendent d'avoir passé le premier trimestre de grossesse pour s'intéresser à leur alimentation. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que dès la production, la conception des gamètes, il faudrait s'intéresser à optimiser les statuts du papa et de la maman, parce que le papa, on s'en occupe jamais, et que le meilleur moyen de faire de la prévention, finalement, ça serait pendant cette période de périconception. Oui, alors l'idéal, c'est vrai que la vraie prévention commencera le jour où on fera la prévention du futur adulte, et il y a un certain nombre d'événements qui commencent avant la conception, ça veut dire au niveau des deux cellules qui vont donner l'œuf, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule. Et au moment du désir de grossesse, c'est-à-dire 2 mois avant qu'il y ait la chance qu'il y ait la fécondation, ça serait ça la période idéale où on devrait commencer à travailler sur le plan de la prévention. Ça, c'est dans l'idéal. Ensuite, quand la conception a été faite et la grossesse est déclenchée, on va dire qu'à partir de là, il y a 1000 jours importants. Toute la grossesse et puis les 2 premières années. Et ces fameux 1000 jours font l'objet de beaucoup de recherches. Et effectivement, si déjà on pouvait s'occuper très bien de ces 1000 jours avec une approche effectivement beaucoup plus ancrée sur le terrain du futur adulte qu'on a en fabrication et en devenir, c'est vraiment, là il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait qu'on essaye de développer un peu ce concept de consultation de périconception, aussi bien pour le futur papa que la future maman. Voilà. Ça serait intéressant. Donc vous nous avez parlé un petit peu du mode alimentaire que nos bactéries intestinales apprécient. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nos lecteurs, nos abonnés pourraient mettre facilement en place afin d'essayer en tout cas d'entretenir leur eubiose? Alors, c'est vrai que l'alimentation va jouer un très grand rôle dans le retour à l'équilibre et la permanence de l'équilibre. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, ça veut dire que quelque part, l'eubiose est une tranquillité du microbiote, et de temps en temps, il y a des petits incidents qui peuvent venir, soit par le stress, soit par une petite infection qui se déclenche, soit par des événements particuliers qui vont faire que le microbiote va se déséquilibrer. Et dans ces cas-là, nous avons différents outils qu'on utilise déjà depuis beaucoup d'années en micronutrition, qui sont notamment les probiotiques. Et les probiotiques sont des bactéries qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles du microbiote et qui ont été sélectionnées sur leur qualité et sur le fait qu'elles aient des propriétés qu'on a, sur lesquelles des études ont démontré qu'elles peuvent permettre au microbiote de pouvoir mieux se défendre, de pouvoir mieux tolérer, de pouvoir régler des problèmes de transit, des problèmes de digestion. Donc ces probiotiques sont un outil de modulation du microbiote qui est excellent.
Encore faut-il savoir quels sont les probiotiques que l'on peut utiliser. Maintenant, les médecins, les pharmaciens qui s'intéressent à ce domaine connaissent bien les souches probiotiques qui sont intéressantes. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont des éléments qui vont beaucoup se développer dans l'avenir. Ce sont ce qu'on appelle les prébiotiques, dans lesquels on a un certain nombre d'éléments qui appartiennent à l'alimentation. Et puis peut-être que toutes ces molécules qui sont fabriquées par le microbiote, qu'on appelle les postbiotiques, ça va faire l'objet d'une nouvelle classe thérapeutique qui seront utilisées dans certaines situations. Il y a beaucoup de projets d'avenir dans ce domaine-là. Sur le butyrate notamment, il y a déjà des compléments alimentaires J'en connais pas moi, donc là je me renseigne à titre personnel. Il y a en tout cas beaucoup de recherches. Sur les acides gras à chaîne courte. Ouais. Okay. Donc là je pense qu'il y a deux choses importantes dans ce que vous venez de nous dire. La première chose, c'est la complémentation, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est complément alimentaire, comme c'est en accès libre, en vente directe, on a tendance à banaliser la complémentation et à se dire finalement c'est que des plantes, des vitamines, des minéraux, pas de problème, je vais me complémenter comme ça. Et vous l'avez bien dit, il est important de demander conseil à son médecin, à un pharmacien formé à la micronutrition, pour avoir justement le conseil adapté, puisque finalement le médecin, le pharmacien pourront déterminer quels sont les compléments à mettre en place, les posologies, les adapter, les dosages, et qu'un complément alimentaire peut être tout aussi efficace qu'inefficace, voire même dangereux s'il n'est pas pris comme il le faut et dans les bonnes conditions. Le problème qui peut se passer avec les compléments alimentaires, c'est de consommer des compléments qui sont mal faits. Ça peut exister. Donc il faut bien connaître cette discipline pour savoir à quel type de complément il faut s'adresser. Puis parfois les excès de dosage, quand les gens prennent ça un petit peu à l'aveugle, où il y a certains micronutriments qui peuvent être présents dans plusieurs compléments et finir par faire une dose qui n'est pas adéquate, surtout si c'est pris pendant longtemps. Donc ça c'est le problème qui peut se poser. C'est pour ça que notre credo en micronutrition, c'est effectivement de considérer que ce sont des produits de santé, que les produits de santé sont plutôt de l'ordre du conseil du professionnel de santé, et de manière à ce que vous soyez bien conseillé dans un premier temps pour savoir quels sont les éléments dont vous avez besoin. Exactement. Et encore une fois, faire un conseil qui est personnalisé et précis. C'est un peu le même principe que l'alimentation finalement. C'est à chaque patient sa complémentation qui lui est bien spécifique. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était les prébiotiques. Oui. Donc vous nous avez parlé de l'importance des prébiotiques, que nos bactéries aimaient beaucoup les prébiotiques, mais aujourd'hui on sait que certains individus ne supportent pas les prébiotiques. Et on se retrouve avec des régimes très tendance, alors là on peut vraiment parler de mode, des régimes sans FODMAX, des régimes où on enlève tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors ce qu'il y a d'apparemment paradoxal, c'est que les bactéries adorent un certain nombre d'éléments qui font partie de l'alimentation, et notamment il y a les fibres qu'on trouve dans les fruits, les légumes crus, et dans les légumineuses, dans des choses comme ça, qui sont assez mal tolérées par les intestins qui sont irrités. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il faut plutôt leur donner des alimentations qui vont être plutôt mieux tolérées, et puis éviter les aliments qui le sont moins chez les patients irrités, le temps que le rééquilibrage se fasse et que la muqueuse se corrige et en tout cas se désenflamme. Ça c'est vrai. Mais effectivement, parmi les éléments qu'on trouve dans l'alimentation, on trouve d'autres prébiotiques qui sont assez bien tolérés, même par les gens qui ne supportent pas les fibres ou les fructanes que l'on retrouve dans certains aliments. Ce sont les amidons résistants. Alors, les amidons résistants, on aime bien, ce sont des bons prébiotiques et on les trouve très facilement quand on fait cuire des amidons, des féculents comme les pommes de terre, le riz, les pâtes, et qu'on les laisse refroidir et qu'on les mange en salade, comme ça, et ça n'a plus la même propriété que l'amidon pour amener de l'énergie. C'est au contraire complètement résistant à la digestion classique, ça va être digéré par les bactéries, et donner de la bonne alimentation pour les cellules de l'intestin et puis pour fabriquer d'autres molécules qui vont être très favorables pour la santé. Donc les amidons résistants, ce sont des choses qu'on prend. Et puis il faut savoir que les prébiotiques, on le trouve dans les familles des polyphénols, c'est-à-dire tout ce qui donne de la couleur, de la saveur aux fruits et aux légumes.
Alors là aussi, on peut prendre des polyphénols. Au début, quand on a l'intestin irrité, il vaut mieux prendre des choses très mûres ou même cuites pour éviter d'être irrité par les fruits ou les légumes crus. Mais dans les polyphénols, c'est extraordinaire puisqu'on a des centaines de milliers de molécules qui vont avoir un effet très intéressant. On ne savait pas, mais pratiquement 85% des polyphénols sont quand même digérés par les bactéries. Ce qui fait que nous ne profitons pas tous de la même manière de nos 5 fruits et légumes par jour. Donc, il vaut mieux avoir un bon microbiote pour vieillir en bonne santé. Oui, effectivement. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que les polyphénols, on en retrouve dans quoi? Le chocolat noir, le thé Alors, vert, il y a bien sûr tout ce qui est fruits et légumes, mais les polyphénols, on la trouve beaucoup dans tout ce qui épice nos plats, tous les... Et puis, bon, il y a tout ce qui est les épices, et puis on les trouve beaucoup dans les boissons comme le thé, comme le café. Et puis dans le vin rouge, pour les amateurs. Le vin rouge, bien sûr, mais c'est souvent la bonne nouvelle, même le vin blanc, il y a quelques polyphénols très puissants dans le vin blanc. Et dans le chocolat, il y a des polyphénols très puissants qu'on peut retrouver. C'est pour ça que dans l'alimentation bien équilibrée, de consommer 1 ou 2 carrés de chocolat noir surtout, bah, c'est tout à fait un conseil santé. Ça va faire plaisir à nos lectrices, oui. Je pense, d'apprendre cette nouvelle. Donc globalement, on peut quand même retenir que de mettre en place un modèle alimentaire d'éviction sans qu'il soit envisagé dans le cadre d'une prise en charge globale où on va à côté de ça prendre en charge par exemple l'intestin, c'est-à-dire mettre en place un régime d'éviction FODMAPs par exemple très strict, alors qu'à côté de ça on ne prend pas en charge le déséquilibre du microbiote ou la perméabilité intestinale, on va quand même au devant de déficit et de carence. Oui, mais ces modèles d'exclusion et d'éviction que l'on fait sans avoir des données biologiques montrant qu'il y a une réelle hypersensibilité à tel ou tel aliment, il ne faut pas le faire comme ça. Il ne faut pas le faire. Pas le faire comme ça. C'est bien, hein, le docteur Schoss, il y a ne pas le faire. effectivement des hypersensibilités au gluten qui existent, il y a des maladies cœliaques qui existent, il y a des allergies, des intolérances aux protéines de lait. Ça existe, mais c'est assez rare chez l'adulte. Par contre, tout intestin irrité a du mal à tolérer trop de gluten, trop de lactose, tout ça. Et donc, nous, on a le parti pris de proposer des modèles qu'on appelle des modèles d'épargne digestive, où on favorise certains aliments et on limite d'autres, tout en reconstruisant l'écosystème, en donnant des probiotiques, des prébiotiques, des cicatrisants. Et c'est cette prise en charge qui permet de choisir les bons probiotiques, les bons cicatrisants et la bonne alimentation qui convient à l'individu, qui est vraiment qui donnera le résultat et le succès, qui va, même dans des cas un petit peu difficiles, au bout d'1 à 2 mois, vraiment avoir de très très bons résultats. Et sur le plan alimentaire, ça va être une rééducation du microbiote, où on va rentrer progressivement, quand les gens ne souffrent plus au niveau de l'intestin, progressivement on rentrera les autres aliments. Voilà, donc c'est vraiment des méthodes progressives de réintroduction. On n'enlève pas à vie, sauf effectivement maladie cœliaque, intolérance foncière. C'est vraiment des choses qu'on fait sur le moyen terme, court moyen terme, pour finir par retrouver, si on a fait une prise en charge globale, retrouver un modèle alimentaire finalement équilibré. Ouais. Ok, très bien. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le microbiote, sur les microbiotes, sur les liens entre notre santé et les microbiotes, on vous invite à découvrir la campagne nationale d'information gratuite sur les liens entre microbiote et santé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de cette campagne? Ah oui, puisque j'ai la chance et l'honneur de pouvoir inaugurer cette campagne que le groupe Pilège a eu tout à fait l'intelligence et le bon goût d'organiser, puisque tout ce dont on parle là, c'est encore une connaissance peu partagée par le grand public. Et donc l'idée est de faire partager toutes ces notions-là au grand public par une 13, je crois, de conférences dans 10 villes de France qui vont commencer à partir du vendredi 6 octobre. Donc la conférence inaugurale est vendredi soir à 19 h à Paris. Et donc j'aurai le plaisir de présenter cette conférence.
Et après celle du 6, et puis dimanche, il y en a une l'après-midi, le 7 également à Paris. Après, c'est dans toute la France. Et là, on va pouvoir effectivement redéfinir très clairement les choses, ce qu'est ce microbiote, quels sont ces microbiotes, et en quoi ils ont une influence importante sur notre santé. Donc, et en même temps, on va pouvoir, lors de ces échanges avec le public, leur faire remplir un petit questionnaire sur dans quel état sont leurs microbiotes et répondre à leurs questions à ce niveau-là, et puis pouvoir effectivement échanger sur tout ce qui intéresse le public sur ces domaines-là. Un superbe programme. Oui. Donc on espère vous y voir nombreux. Voilà. On espère aussi que cette vidéo d'information vous aura plu, vous aura donné en tout cas envie de vous intéresser un peu plus à votre microbiote intestinal, mais aussi à vos autres microbiotes. S'il y a des professionnels de santé qui regardent cette vidéo, ben, on vous recommande de vous y intéresser encore plus, de l'intégrer dans votre prise en charge, d'aller vous former auprès de l'IEDM qui propose des formations très spécifiques sur l'interface digestive. Absolument, dans nos formations de base. Voilà, et puis on vous invite à découvrir l'article qui correspond à cette interview en barre d'infos. On vous mettra également le lien du site qui vous détaille toutes les dates, puisque si vous n'êtes pas sur Paris, il y a plein d'autres dates en France. Et puis vous découvrirez également plus en détail le programme. Ouais, le site de base, c'est www.microbiote-santé.fr. On vous mettra le lien en barre d'infos. Pour avoir accès, et puis c'est sur inscription. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour... D'accord, donc ils vont sur le site. Ils vont sur le site et il y a les modalités d'inscription avec bien sûr le lieu où se passe la conférence. Et c'est gratuit. Et c'est bien sûr gratuit. On est d'accord, c'est gratuit. Docteur Didier Schoss, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Merci pour le temps que vous consacrez à promouvoir la micronutrition. Et que vous dire d'autre? Bonne chance, bonne chance pour cette... On espère qu'il y aura vraiment beaucoup de nos lecteurs, mais aussi un large public qui se sentira concerné. Je crois qu'il y aura beaucoup, et puis merci à vous, Anne, d'avoir donné la parole avant cet événement important. Et encore une fois, comme je le disais au début, merci pour ce travail et merci pour cette implication dans ce domaine qui nous est cher. Beaucoup de travail, beaucoup de qualité, beaucoup de compétences. Merci beaucoup. Merci à vous. À votre santé. Au revoir.